manchette aujourd'hui, Dame Nature et son mauvais temps, les dépenses reliées au bal de finissant, la mine Arnaud qui veut rouvrir ses portes et en entrevue, une professeure en adaptation scolaire. Bonjour et bienvenue à ce bulletin du 10 avril de la Salle des Nouvelles. Depuis quelques années, nos hivers semblent de plus en plus longs et froids. Les Québécois sont épuisés de ce mauvais temps que Dame Nature leur offre. Océane Champagne, Daphné Thibault et Alison Bourque rencontrent un expert en matière des changements climatiques. Les températures froides, les tombées de neige, le vent et la glace qui frappent fatiguent la population québécoise. L'hiver se fait long, ce qui pose un questionnement sur les changements climatiques. Nous avons rencontré Guy Dufresne, professeur de sciences et de physique, afin d'obtenir des réponses. Il fait encore froid ces temps-ci de l'année. Le printemps est tardif. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Au fond, c'est des systèmes météo. C'est des masses d'air froides qui descendent du nord et qui viennent nous affecter. Mais la météo doit être vue de façon globale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder une année puis penser qu'il y a une grande cause importante. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le réchauffement de la planète. Puis ce que le réchauffement de la planète va faire, c'est troubler notre climat. Puis on ne sait pas encore comment. Alors peut-être que les hivers froids qui s'étirent au printemps, les températures extrêmement froides, comme on a connu cette année, peut-être qu'éventuellement, ce sera la norme pour nos enfants. Fait que nos enfants puis nos petits-enfants vivront peut-être pas tout à fait dans le même climat que moi j'ai connu ou que toi tu as connu. Fait qu'il faut voir ça plus de façon globale, la météo, à grande échelle. Ici Océane Champagne, à l'école Aubert, pour la Salle des Nouvelles. Le bal des finissants engendre des coûts considérables. Cassandra Landry, Frédéric Morin et moi-même se sont penchés sur le sujet. En effet, ils ont enquêté sur les dépenses reliées à cet événement. Très cher. En effet, les jeunes de 16-17 ans déboursent beaucoup pour cet événement qui est très important pour eux. Pourquoi? La raison est simple. Les bals engendrent des dépenses considérables pour les revenus qu'ils font. Les dames doivent débourser pour des robes, des souliers et leur coiffure. Les hommes doivent débourser pour leurs chemises, leurs vestons et leurs pantalons, etc. Sans oublier l'allocation du véhicule pour la soirée, payer la soirée du bal, ainsi que l'album des finissants. Nous sommes en compagnie d'Adrienne Leroux, une étudiante qui vivra son bal en juin et qui nous explique quelle est l'importance pour les filles reliées au bal de finissant. Parce que c'est sûr que pour nous, c'est important d'être belle. On veut la robe qu'on veut, on veut les cheveux tout bien placés, on veut les beaux ongles, on veut les beaux souliers, on veut les beaux bijoux, on veut le beau maquillage. Ça coûte cher, c'est sûr. D'après notre enquête, nous pouvons déterminer que pour une fille, les coûts reliés à un bal de finissant est entre 500 $ et 1000 $, alors que pour celui d'un garçon, c'est seulement entre 300 et 500 $. La mine Arnaud à Sept-Îles a eu le feu vert pour exploiter le minerai de l'apatite. Jasmin Anctil, Francis Raymond et Jade Drouin nous en apprennent davantage sur ce sujet dans le reportage suivant. La mine Arnaud verra bien le jour à Sept-Îles, une bonne nouvelle économique qui ne fait pas le bonheur de tous. C'est grâce à l'obtention d'un certificat d'autorisation conditionnelle du ministère de l'Environnement que la mine Arnaud pourra officiellement entreprendre les démarches afin de démarrer son projet d'exploitation de l'apatite. L'exploitation commencera en 2014 et devrait s'étendre sur une période de 15 à 30 ans. Quoique très controversée, l'exploitation du gisement d'apatite s'annonce à créateur d'emplois et de richesses. En effet, on parle ici d'un projet représentant un investissement de 750 millions de dollars qui créera plus de 330 emplois directs et 425 indirects. Le tout générera un total d'environ 30 millions de dollars annuellement pour la région.
Évidemment, il n'y a pas que des avantages à cet événement. Plusieurs groupes environnementalistes s'inquiètent pour la qualité de l'air et de la santé de la population. Heureusement, les dirigeants se veulent rassurants et nous rappellent que les engagements ont été pris afin de réduire les impacts environnementaux. Et c'est justement à ce sujet que nous avons interrogé Marie-André Berthold, enseignante de monde contemporain à l'école Le Bar. Cet engagement ainsi que 11 conditions spéciales ont été imposées aux dirigeants de la mine Arnaud. Croyez-vous que ceux-ci, dans un premier temps, seront respectés? Et si oui, suffiront-ils à protéger de façon efficace l'environnement? C'est certain que la mine Arnaud n'a pas vraiment le choix de respecter les conditions qui lui ont été imposées, puisqu'il s'agit d'un contrat. Par contre, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Par exemple, il y a une clause qui touche la protection des chauves-souris. Il n'est pas précisé, par contre, s'ils doivent en protéger 100 ou 1 million. Maintenant, à savoir si ça va réellement protéger l'environnement, comme je dis, ce sont des gens qui sont là pour faire de l'argent. Je pense pas qu'au niveau environnemental, malheureusement, les engagements seront assez grands pour faire une différence. En résumé, rappelons-nous que même si les inquiétudes au niveau de l'environnement persistent, il s'agit tout de même d'une très bonne nouvelle économique pour cette île. C'était Jasmin Anctil pour la salle des nouvelles. Une fois de plus, l'Irak est plongé dans une crise politique. D'une part, la poussée de l'État islamique au nord de l'Irak ajoute une pression. Dans ce contexte, Obama, le président américain, a décidé d'intervenir en autorisant des frappes aériennes ciblées sur les positions de l'État islamique. De plus, le problème de gouvernance reste entier et le premier ministre désigné tente de constituer un gouvernement rassemblant les chiites, les sunnites et les kurdes. Notons que l'Irak a été affligé par la présence de l'État islamique, comme en témoigne la disparition de près de 6 000 civils. Le groupe nommé les Hommes de Daesh, branche du groupe armé État islamique, a fait couler beaucoup d'encre dernièrement. En effet, celui-ci a revendiqué l'attentat du musée du Bardo, qui s'est produit à Tunis et qui a coûté la vie de 20 touristes et d'un Tunisien. C'était d'ailleurs la première fois qu'un tel assaut frappait en Tunisie. Dans un message audio de plus de 3 minutes, des djihadistes prétendaient que c'était une attaque bénie contre l'un des foyers des infidèles en Tunisie musulmane. De 2000 à 3000 Tunisiens sont partis faire le djihad en Libye, en Irak et en Syrie, où certains ont rejoint les rangs de l'État islamique. Cet assaut a ébranlé la population tunisienne et a ému, du même coup, la communauté internationale. La RAMQ est en péril selon un commissaire de la Santé. Les médicaments des Québécois coûtent très cher à la province. En effet, au Québec, plus de la moitié de la population consomme au moins un médicament d'ordonnance. Les dépenses en médicaments par habitant s'élèvent à 927 $ par année. Au Canada, ce montant était de 795 $. À l'échelle nationale, 7,5 milliards de dollars ont été dépensés à cet effet. Le commissaire à la santé et au bien-être du Québec, Robert Sellois, souligne que des lacunes importantes sont à la RAMQ. Il affirme qu'il faut agir afin de restaurer la situation au plus vite. Dans son rapport qu'il a déposé le 19 mars dernier à l'Assemblée nationale. 60 000 étudiants ont déclenché la grève le matin du 23 mars dernier pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement québécois et contre les hydrocarbures. 28 associations étudiantes représentent 38 000 étudiants qui ont pris part à la grève. Le comité estime que 80 000 personnes sont en grève dès le 2 avril. De nombreux événements ponctuels de mobilisation et de revendication auront lieu dans les villes du Québec. Après la pause, des informations sur la Semaine du mieux-vivre, sur l'équipe Épérion et sur la zone branchée. Il y a 5 mois, mon papa me reconduisait à ma partie de soccer. On parlait, puis celui-là s'est arrivé. Il roulait très vite. Mon papa a essayé de l'éviter. Mon papa a eu beaucoup plus de chance que moi. Maintenant, plus rien n'est pareil. Être au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est ce qui arrive malheureusement à 13 personnes par jour.
l'extérieur de ton cellulaire. Ouvre les yeux et regarde ce qu'elle pourrait t'offrir. Pour souligner le mois de l'autisme, Annie Cool nous offre une entrevue sur le sujet. Je suis présentement avec Manon, enseignante en adaptation scolaire à l'école secondaire de la Montée Pavillon-Lebert. Avril est le mois de l'autisme et le 2 avril, c'était la journée internationale de l'autisme. Je vais poser un peu plus de questions pour savoir c'est quoi un peu l'autisme. Dans le fond, c'est quoi les sortes d'interventions que vous pouvez offrir aux enfants autistes à l'école? En fait, nous, ce qu'on fait, c'est de l'enseignement individualisé. Dans notre classe, tous nos élèves ne sont pas au même niveau, même dans le même niveau, ne sont pas au même endroit. Puis combien il y en a environ d'élèves à Lebert? Il y en a 8 dans la classe d'Alexandre, il y en a 5 dans ma classe, puis il y en a quelques-uns qui sont intégrés à temps plein ou régulier, je dis. Puis la définition principale de l'autisme, c'est un trouble de la communication. Donc, ils ne savent pas comment entrer en relation, ils ne savent pas comment garder une conversation. Il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui parlent trop. Puis c'est tout en lien avec leurs intérêts toujours. Fait que si on a une conversation avec un enfant autiste, ben, ça se peut que ça soit redondant à un moment donné parce qu'ils vont parler de ce qu'ils aiment eux. Et dans le fond, pour venir au 2 avril, vous avez fait une vente à l'école de porte-clés, bracelets et colliers, je pense. Oui. Puis les fonds que vous avez amassés, ça sert à quoi? On n'a pas encore décidé à qui on va les envoyer, mais c'est sûr que ça va être à un organisme qui œuvre auprès de la clientèle autiste. Okay. On avait pensé, on a des exemples, genre Tête à mort, où ils font du répit, puis ils font des camps de jour pour les personnes autistes. Il y a aussi Mon Chez Nous qui accueille, qui font des ateliers avec des personnes autistes. Ça va être un organisme communautaire de ce type-là. Puis ça vous a pris combien de temps environ faire tous les bracelets? 2 mois. OK. Ben, je dirais qu'on a commencé peut-être en janvier, février, mars, avril. Ça fait au moins 2-3 mois qu'on en fait. Puis tout le long du mois d'avril, on va continuer à en faire aussi. C'était Annick Hull pour la salle des nouvelles à l'école secondaire de la Montée. En vue de la semaine du mieux vivre, l'Assemblée étudiante a décidé de faire bouger ses élèves en organisant des activités sur l'heure du midi. De plus, les élèves d'Hyperion peuvent être fiers de leur performance. En effet, ils ont remporté pour la 2e année de suite la première place. Souvent dur à maintenir. C'est pourquoi l'école de la Montée a décidé d'offrir des activités pour promouvoir les bonnes habitudes pour la semaine du mieux vivre. First Robotics à Montréal, où 43 équipes québécoises ont participé, dont l'école du Triolet Arfan et celui de la Montée Hyperion. L'école de la Montée a remporté le prix du design industriel et de la sécurité industrielle. Ils iront au championnat mondial à Saint-Louis le 23 au 25 avril. C'était Tina Nguyen à l'école de Berre pour la salle des nouvelles. Un nouveau projet pilote est mis en place à l'école secondaire de la Montée-le-Berre, la zone branchée. Cela consiste à utiliser des appareils électroniques dans des zones délimitées par des affiches de couleur rouge et verte.
Émilie Réaume, Olivier Cadieux et Jean-Raphaël Doré nous en parlent davantage. La zone branchée est maintenant à l'école secondaire de la Montée. Suite à des discussions du comité d'encadrement, les enseignants, la direction, les surveillants, cette idée est apparue au grand jour. C'était un constat très difficile à gérer dans les corridors parce que les cellulaires et les tablettes électroniques sont devenus très populaires, donc très durs à gérer. Les règles en ce qui concerne la zone branchée sont très simples. Elle est délimitée par des zones, on n'a pas le droit de filmer, pas le droit de prendre de photos, on a le droit de les utiliser aux alentours des casiers, à la cafétéria, à la place publique, au café Le Berrien et bien d'autres. Pour l'instant, ce système n'est pas utilisé dans d'autres écoles parce que c'est un projet pilote, mais grâce à son grand succès, probablement qu'elle serait instaurée dans les années à venir. Pour l'instant, on n'a reçu que des commentaires positifs auprès des jeunes. C'était Émilie Réaume à l'école secondaire de la Montée pour la salle des nouvelles. Hey, Nous voilà déjà à la fin de notre bulletin de nouvelles. Vous pouvez toujours le consulter sur le site de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke. Je tiendrai à remercier nos réalisateurs Laurence Jean-Audy, Gabriel Bolduc, ainsi que ma collègue Anne-Laurence Gagné. C'était Charles-Éric Bégin qui, au nom de toute l'équipe, vous souhaite une très belle journée.